nom des dieux, un projet porté par Tuik Taraksak. Hello Fro, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va, j'espère que toi aussi. Bah moi ça va très bien, merci beaucoup. Je suis hyper contente de t'accueillir pour ce 5e épisode de Au nom des dieux, pour parler du coup de ta divinité tutélaire, la Morrigan. Donc Phronésis, si vous la connaissez pas, c'est elle qui a écrit le livre Arpenter le chemin des dieux, c'est juste. C'est le bon titre, hein. Ok, trop bien. Oui, c'est ça. Qui Ouais, est c'est ça, c'est le bon honnêtement titre. pépite. Mais je vais te laisser la parole pour te présenter toi. Ça marche, bah, moi c'est Phronésis, donc je suis prêtresse de la Morrigan depuis 2019. Je pratique essentiellement une spiritualité qui va être tournée sur les traditions irlandaises, antiques et plus modernes d'ailleurs, et puis tout ce qui va être un peu les traditions celtiques en général, donc aussi gauloises par exemple. Donc au niveau de ma pratique, voilà, on va être sur de la sorcellerie traditionnelle irlandaise, on va être aussi sur des pratiques plus associées à la fairy face, donc aux pratiques féeriques. Donc voilà, on est un peu sur ce terreau-là, un terreau celtique, irlandais, antique, traditionnel. Mais qui reste relativement vaste quand même, donc Ouais, ça c'est chouette. ouais. Et donc tu lis vraiment la sorcellerie et le paganisme du coup. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que dans mon parcours, au début, j'ai eu des pratiques sorcières qui étaient des pratiques du quotidien. Donc voilà, je pratiquais des petits sortilèges pour l'harmonie dans le foyer, pour l'abondance, des choses comme ça. Et plus mon travail avec les dieux s'est intensifié, plus j'ai eu une approche vraiment religieuse de la sorcellerie. C'est-à-dire que j'ai une sorcellerie qui est profondément reliée et rattachée à mes alliés spirituels. Donc voilà, maintenant je ne fais pratiquement plus de sorcellerie sans qu'elle soit en lien de près ou de loin avec mes alliés. Donc je vais essentiellement pratiquer à visée religieuse, en fait, avoir des pratiques à visée religieuse. Ok, donc beaucoup de recherches aussi du coup dans le domaine de la spiritualité, de l'animisme, etc. Ouais, tout à fait, je lis énormément sur le sujet, c'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches sur les pratiques de magie antique, mais aussi sur les pratiques de sorcellerie plus contemporaine. C'est-à-dire que je vais beaucoup m'intéresser aux sorcelleries rurales, à, euh, à une espèce d'animisme perdu aussi en Europe, puisque voilà, nous, nos traditions européennes, à la base, elles étaient animistes, et puis voilà, avec la rationalité, avec la pensée rationnelle et occidentale, bah, finalement, on s'est complètement coupé de ça. Et je fais beaucoup de recherches pour essayer de remonter la piste et le chemin qui mènent à des visions animistes européennes telles qu'elles ont pu être pratiquées, pensées, vues il y a très longtemps. Donc voilà. C'est super. Donc du coup, moi je propose qu'on parle quand même de la Morrigan puisque on est là pour ça Ouais. avant tout. Est-ce que tu pourrais du coup nous présenter un petit peu cette divinité, nous dire son panthéon, tu nous l'as dit, hein, c'est irlandais, c'est Ouais, juste c'est ça, c'est l'Irlande. Ouais. irlandais celtique. Mhm. Voilà un petit peu ses fonctions, ses liens de parenté avec d'autres divinités si elle en a, ses enfants, et voilà, globalement c'est un petit peu ça, nous dresser son portrait en Ok. quelques mots. Alors, la Morrigan, donc comme tu l'as dit, c'est une divinité irlandaise. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit distinguo sur celtique et irlandais parce que c'est des conceptions que je vois beaucoup en ligne et qui sont, à mon sens, source de pas mal d'erreurs quand on débute sur ce cheminement, qui va être d'associer tous les panthéons celtiques ensemble. Parce que en fait, les panthéons celtiques, il faut savoir qu'il y a vraiment déjà une grande diversité d'époques, puisque pour donner une illustration, au moment où la Gaule commençait à ne plus être celtique, l'Irlande entamait seulement son ère celtique. Donc déjà, bien prendre conscience que un panthéon celtique n'est pas un autre, à la fois en termes de temporalité et puis aussi en termes de pratique et de croyance, même s'il y a des choses similaires. Donc en termes d'époque et de lieu, c'est tout à fait différent.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, souvent, on étudie vraiment les Celtes continentaux, on va les appeler comme ça, donc tout ce qui va être les Gaulois, parce que même dans les Gaulois, il y a des diversités entre tribus, c'est pas la même chose. Et puis ensuite, tout ce qui va être celtique insulaire, donc que ce soit par la Bretagne chez nous, alors c'est encore continental, mais il y a quand même des influences insulaires parce qu'on est au bord de la mer. Il va y avoir aussi l'Irlande, l'île de Man, l'Écosse, le Pays de Galles, etc., qui vont être des traditions bien différentes, avec des dieux différents, des panthéons différents. Donc la Morrigan, c'est vraiment une déesse irlandaise qui est complexe parce que elle est une et à la fois multiple. Donc c'est souvent ça qui est compliqué à aborder quand on débute un cheminement avec elle, puisque très souvent, quand on tombe sur le nom de la Morrigan, on va tomber sur d'autres noms. On va tomber sur Maca, on va tomber sur Baive, on va tomber sur Nieven, qui sont d'autres figures qui gravitent autour d'elle. Alors il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur la question de est-ce que c'est un titre, est-ce que c'est un nom. A priori ce serait plus un titre, donc Morrigan ça veut littéralement dire grande reine. D'autres hypothèses disent que ça voudrait dire la reine fantôme, même si ces hypothèses sont un peu moins tenables que le grande reine pour plein de raisons. Donc je pense que ça c'est sa première attribution, c'est d'être une déesse souveraine. Et puis ensuite, effectivement, il va y avoir ses sœurs ou ses autres visages. Alors moi j'aime bien la vision de Morpheus Ravenna, qui est une praticienne que j'admire beaucoup, qui parle des visages, enfin en tout cas de ses sœurs comme de théophanie, c'est-à-dire des espèces d'émanations ou de représentations visibles de certains aspects d'une divinité. Donc moi ça c'est une vision qui me parle beaucoup, c'est-à-dire voilà, Maca ce serait une émanation, une représentation visible d'une partie de la Morrigan, Baive ce serait une autre émanation, etc. Ok. Donc pour la faire schématique, je vais commencer par la Morrigan. Donc la Morrigan c'est une déesse souveraine, comme je viens de le dire. C'est aussi une déesse qui va être associée à la notion de cycle guerrier. Alors souvent en ligne on va la présenter comme la déesse de la guerre. C'est pas tout à fait juste, puisque elle est effectivement liée au champ de bataille, elle est effectivement liée à la guerre, mais elle est aussi, et ça je pense que c'est important de ne pas l'oublier, associée à la victoire et à la paix. Elle est plutôt dans ce cycle guerre et paix en réalité que purement guerrière. C'est aussi une divinité qui va être associée à la magie, puisque dans les mythes, elle est présentée comme étant capable de faire tomber du feu et du sang du ciel. Et enfin, c'est une prophétesse, puisque par sa parole poétique, elle va être en mesure d'annoncer des prophéties. Et l'art de la prophétie en Irlande, il est étroitement lié à la magie, puisque dire une prophétie en Irlande, c'est en même temps faire un sort pour que ça arrive. Donc ça, c'est aussi une notion qui est très importante chez la Morrigan, cette espèce de lien entre la poésie, la prophétie et la magie. Donc c'est aussi une prophétesse, elle annonce les victoires, elle annonce les défaites, elle annonce la mort aussi parfois. Donc en ça, elle peut être parfois un peu confondue avec la figure de la Banshee, qui est souvent assez connue quand on va du côté de l'Irlande. Voilà, en général les créatures, les Banshees sont assez bien perçues, et c'est vrai que dans la Morrigan il y a des dimensions un peu Banshee, même si ça n'est pas elle-même une Banshee, puisque les Banshees à la base en Irlande ce sont des reines féeriques. Elle a un peu tout ça, elle va avoir vraiment ces attributions-là. Dans une certaine mesure, on pourrait dire aussi que c'est une psychopompe, c'est-à-dire qu'elle va aider le passage des âmes des guerriers. C'est aussi une habitante du Chi, donc le Chi, ça va être à la fois le tertre, le pays du beau peuple, donc voilà, on va être sur tout ça. Donc c'est pas mal d'attributions. Oui. Et c'est très vaste. Ouais, c'est très 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 vaste. Et puis après derrière il y a encore les sœurs, donc les sœurs c'est encore autre chose. Oui. On va avoir Maca qui va être une divinité très souveraine, très royale. Elle est associée d'ailleurs à un site archéologique qui est une tombe royale. C'est aussi une divinité qui va être particulièrement psychopompe. Maca, elle est associée au cheval notamment, qui est un animal rattaché à la notion psychopompe et à la notion guerrière aussi en Irlande. Maca, c'est aussi une gardienne des arts de la malédiction, puisqu'elle maudit les Ulates, qui est un peuple. Donc on va avoir tout ça avec Maca. C'est aussi une gardienne quelque part, dans une certaine mesure, des femmes en couche, des douleurs des femmes en couche, puisqu'elle a un mythe associé à ça.
Et puis ensuite on va avoir Baive. Baive, c'est peut-être le côté le plus violent, ou en tout cas le plus intense. Moi j'aime bien dire ça comme ça. C'est-à-dire que Baive, c'est la divinité corbeau, donc c'est vraiment celle qui va être le plus associée au corps vidé. Et c'est aussi la déesse qui va être associée au carnage du champ de bataille. Elle va être aussi associée à la furie guerrière. Pour donner une illustration, pour que les gens puissent comprendre un peu, Baive, elle peut être associée à des pratiques qui pourraient ressembler aux pratiques de berserker scandinaves, même si c'est pas la même chose, mais on est un peu sur cette idée-là, tu vois, de fureur guerrière. Et puis le point commun entre tous ces visages sœurs, c'est que c'est des shapeshifters, c'est-à-dire elles vont changer de forme, elles vont tantôt changer de forme humaine, c'est-à-dire elles vont prendre l'apparence de très belles femmes ou de vieilles femmes, elles vont prendre l'apparence aussi d'animaux, elles peuvent changer de forme en tant que représentation animale. Et puis elles font partie aussi des Tuatha Dé Danann, donc de la tribu. Alors tribu de Danu plutôt, c'est une traduction possible. Une autre traduction possible pour les Tuatha Dé Danann, ce serait les gens aux multiples talents. À savoir si elle a une famille. Dans les mythes, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, Baif et Nieven, qui sont donc des visages sœurs, peu importe comment on les appelle, elles sont indiquées comme étant les femmes du dieu Neich. Le dieu Neich qui serait le dieu de la guerre, dont on n'entend parler nulle part autrement que dans cette référence à ces femmes. La Morrigan a un épisode où elle s'unit au Dagda, donc potentiellement ça en ferait l'épouse du Dagda, même si on n'a pas le terme d'épouse qui est mentionné, mais en tout cas voilà, elle a une relation avec le Dagda, qui est aussi un dieu majeur du panthéon irlandais. Donc voilà, au niveau des époux, c'est à peu près tout. Et puis on sait que sa mère, c'est la sorcière Ernmas, qui est une sorcière la sorcière des Tuatha Dé Danann, donc sa mère serait une sorcière. Et puis elle a un fils qui... Alors je sais pas exactement comment ça se prononce en gaélique, mais je vais le prononcer à la française, c'est Méché, qui est une espèce de monstre en fait, dans mes souvenirs, parce qu'on en parle très très peu de son fils, je crois qu'il y a une apparition dans tout le corpus, donc il me semble qu'il empoisonne soit la terre, soit la rivière, et qu'il est associé au serpent de près ou de loin, enfin voilà, on est un peu là-dessus, mais c'est pas vraiment une déesse mère, quoi, elle engendre des monstres. Oui. Donc voilà un peu pour l'horizon, pour le tour d'horizon de qui elle est. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour déjà de qui elle est, parce que de toute façon, on va un peu revenir sur ses attributs, etc. après. Ouais. 2019, c'est ça que 2019. Tu es prêtresse. Donc ça fait déjà un petit temps. Ouais. Tu pourrais nous raconter ta rencontre avec la Morrigan, comment elle est apparue dans ta vie? Alors, moi et la Morrigan, c'est une longue histoire, même si j'aime toujours quand même mettre cette petite nuance en disant oui, ça fait longtemps qu'elle est dans ma vie, puisque, bon, très clairement, j'ai une sensibilité à son énergie, je pense, depuis l'adolescence. C'est-à-dire que quand j'étais ado, j'étais très 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 fan des légendes arthuriennes, très 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 fan du personnage de la fée Morgane. Alors, attention, ce ne sont pas du tout les mêmes entités, elles sont très différentes, mais moi dans mon UPG, il y a quand même une proximité énergétique entre ces deux entités. Je dirais que j'ai déjà commencé à me familiariser avec ce type d'énergie à ce moment-là, au moment où vraiment je m'intéressais beaucoup au mythe arthurien, parce que c'est pareil, le mythe arthurien, il y a quand même une grosse dominante de la thématique de la souveraineté celtique, donc ça connecte quand même à ce genre d'énergie. Et puis, voilà, j'avais 14-15 ans, je commençais à dessiner la Morrigan. Bon. Donc, et pour autant, c'était pas une pratique que j'avais avec elle, c'était juste, elle était là, voilà, je pense qu'elle était là, mais j'avais pas de pratique, à l'époque j'étais encore catholique, enfin voilà. Et puis après, il s'avère que j'ai, au moment de mon entrée vraiment dans la sorcellerie et le paganisme,
j'ai commencé à m'intéresser à ces figures dites sombres. J'avais moi-même en fait cette impression que il y avait une énergie qui était sombre autour de moi, qui gravitait autour de moi, mais j'arrivais pas trop à l'identifier. Et puis il y a eu tout un tas de synchronicités. C'était vraiment surnaturel pour moi. À un moment, j'ai demandé qui est-elle. En fait, j'étais en train de dessiner. Ça, je le raconte dans Arpenter le chemin des dieux. J'étais en train de dessiner cette énergie. Et au moment où j'ai dessiné, donc à l'époque, il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas tout ça. On faisait à old school avec YouTube en mode aléatoire sur les musiques. Et là, ça tombe, au moment où je demande qui es-tu, je tombe sur le morceau de Morrigan de Trobar des Mortés. Ça peut sembler très anecdotique, aujourd'hui on dirait bah oui mais c'est l'algorithme et tout, et très probablement que c'était l'algorithme. C'est vrai que moi j'écoute ce genre de musique, enfin voilà. Mais c'est l'impact émotionnel que ça a déclenché chez moi qui m'a fait comprendre que c'était elle. Parce que au moment où j'ai eu ce morceau de musique qui s'est mis à jouer pendant que je dessinais, il y a eu une reconnaissance. J'ai senti que c'était juste et j'ai senti que c'était elle. Donc j'ai commencé un peu à me renseigner sur qui elle est, etc. J'ai eu des synchronicités plus loufoques les unes que les autres. Alors je donne souvent cet exemple-là, c'est pareil, j'en parle dans Arpenter le chemin des dieux, parce que pour moi c'est vraiment la synchronicité la plus incroyable que j'ai jamais eue. C'est-à-dire que j'étais en train de préparer mon rituel de dédication, c'est-à-dire avant la prêtrise, je me suis dédiée en tant que dévote. Mon téléphone était éteint, il était en train de charger, il était éteint. Et au moment où je le rallume, il se rallume pas sur l'écran d'accueil, il se rallume sur une énième page YouTube avec marqué « Bive, how to make a knife ». Donc Bive, comment faire un couteau. Et je disais mais c'est pas possible. Enfin, c'était vraiment... Ah oui, ils ont l'art. Ah ouais, non, mais je me suis... Et ça, c'est un truc très très marrant qu'on retrouve beaucoup dans les témoignages polythéistes modernes, Oui. à quel point ils utilisent la technologie pour faire passer des messages, c'est assez impressionnant. Puis sur le temps long aussi, c'est-à-dire que là, ça fait des années. Et voilà, elle est jamais partie, elle est toujours là, et moi je continue à la servir, donc voilà un peu comment elle est entrée dans ma vie, je dirais très progressivement, tu vois, d'abord par un intérêt, et puis ensuite par vraiment cette étape de reconnaissance de l'énergie, où vraiment j'ai assimilé mes connaissances un peu intellectuelles, mes petites lectures, alors c'était pas des lectures intensives à l'époque, attention, je lisais des encyclopédies du merveilleux où elle était mentionnée, ou des choses comme ça, et puis il y a eu ce passage vraiment où j'ai assimilé sa signature énergétique. Je pense que tu sais, c'est les pratiques de dévotion, elles nous chargent dans une certaine mesure. Quand tu passes des années à verser de l'eau tous les jours dans ton bol, machin, ou à faire des offrandes, ça te charge, ça charge le lieu. Pourquoi ça nous chargerait pas nous ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta relation avec la Morrigan ou ta rencontre ? Un truc que j'aimerais bien aborder là, c'est la question des fluctuations dans la relation avec une divinité. Ça, je trouve ça assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai un recul au niveau de l'expérience qui me permet de me dire que même si c'est la divinité tutélaire, il y a des moments de creux. Et je pense que c'est hyper important d'en parler aujourd'hui aux personnes qui s'engagent sur le polythéisme. C'est de comprendre que c'est pas tout rose tout le temps, et que oui, il y a des moments où vous allez avoir l'impression que vous ne sentez plus votre divinité, que la divinité ne veut plus travailler avec vous, que vous êtes devant votre autel et que vous avez des blocages, que vous n'avez plus l'énergie, que vous avez du mal à connecter, et que tout ça, ça fait partie aussi d'une trame initiatique. Moi, je crois que ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de porter aujourd'hui. J'ai été quand même beaucoup plus discrète ces dernières années sur mes partages morriganiens, parce que j'ai traversé, on va dire, un moment un peu de redéfinition de ma prêtrise, de redéfinition de mon lien avec elle, qui m'a demandé de beaucoup travailler dans l'ombre, beaucoup travailler sur l'absence, le silence. Et ouais, je pense que c'est important de dire aux gens aussi que si à un moment donné, vous êtes 6 mois en ayant l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe, ça peut faire partie d'une trame initiatique beaucoup plus longue et beaucoup plus large, et que c'est complètement normal.
Et souvent, ce que je dis, c'est que dans ces périodes de creux, dans ces périodes de vide, j'ai jamais lâché, tu vois, la pratique d'autel. Allumer une bougie. Et comme je dis souvent, mon bol à offrande n'a jamais été sec depuis peut-être 8 ans que j'ai commencé à faire des offrandes. Il n'a jamais été sec une seule journée. Et je pense que ça, c'est le message aussi que j'ai envie de faire passer, c'est que la relation avec le divin, c'est parfois des moments difficiles, mais qui vont toujours être surmontés par l'humilité d'une pratique simple. Ça, c'est ultra intéressant ce que tu viens de dire. J'adore la phrase. Moi aussi, j'adore les beaux hôtels, les beaux objets, etc. Mais il y a des moments juste, t'as une image, t'as ta bougie, t'as ton bol à offrande, et t'es dans la prière, t'es dans le recueillement. Et je pense que ça, c'est très très fort. Tu vois, il y a un vrai pouvoir là-dedans, d'être capable de revenir à l'humilité de la pratique simple pour soi. Avec la Morrigan, c'est vraiment ce truc de dire, il y a des périodes de creux, il y a des périodes où c'est dur, il y a des périodes où initiatiquement on prend cher, mais ça... Oui, voilà, c'est... Oui. De toute façon, travailler avec les dieux, c'est transformateur, c'est alchimique, à un moment donné, il faut y passer. C'est clair. Même si c'est très très beau et qu'il y a énormément de belles choses qui en découlent, qui se passent, il y a aussi un côté hyper challengeant aussi. Surtout avec des divinités dites sombres, entre guillemets. Donc voilà, toi tu parlais de Seth, clairement Seth c'est pas un doux. C'est une énergie de changement continuel. Complètement. Et tu vois, je te parlais de la Morrigan dans ce cycle guerre-épée. Ça doit être un peu près... Ah bah oui, mais elle te fait traverser ce cycle. Elle te fait apprécier les périodes de paix parce qu'elle te fait traverser des périodes de guerre. C'est un autre truc aussi, ça, où j'entendais souvent les gens dire... Purée, mais c'est souvent le conflit autour de toi. Et je pense que tu vois, la Morrigan, c'est ça aussi, elle amène du conflit parce qu'elle veut te faire comprendre les leviers qui amènent à la paix et à l'harmonie. Souvent, on n'en parle pas comme ça, et c'est vrai que moi, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de dire à son sujet, c'est de dire, elle n'est pas que chaos, guerre, c'est aussi elle qui décrète la fin du combat, c'est aussi elle qui prophétise la paix, et quelque part... parfois elle te fait expérimenter le chaos le plus total, la guerre la plus dévastatrice, pour que tu prennes conscience d'à quel point c'est important de se ressourcer et de trouver la paix. Et c'est une phase, peut-être que le côté rentre dedans, guerrier, va revenir. Mais... La vie, les émotions, ce qu'on traverse n'est jamais que phase. C'est ça. De toute façon, mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu racontes aussi, c'est ça qui est... J'aime beaucoup. Quand on travaille avec des divinités, c'est... Enfin, ce qui nous amène aussi au polythéisme et au paganisme et à la sorcellerie, c'est aussi, je pense, une envie de travailler sur soi à l'échelle initiatique. Oui, bien sûr. Est-ce que ça va pour toi si on passe un peu aux attributs ? Ouais. Donc, l'idée, c'est un peu de... Voilà, tout ce qui va être correspondance, que ce soit UPG ou pas. En termes de divinité, tu nous as parlé de plusieurs animaux, je sais bien. Alors, donc c'est un peu tout ça. Ok. Alors déjà, moi tu le sais peut-être, je ne travaille pas avec les correspondances. Mais oui. Mais c'est hyper... c'est correspondance, c'est un peu... pour moi, c'est beaucoup de l'UPG quand même. Ouais. Tout ce qui va être de l'ordre de la correspondance, donc c'est bien de le rappeler aussi. Alors, justement, c'est intéressant, je vais te donner, moi, ma vision de spirit worker sur la question. Alors, déjà, pour les personnes qui voudraient commencer avec elle, j'aurais tendance à dire commencer par des choses qui sont présentes dans les mythes. Parce que au départ, on n'a pas de relationnel établi avec l'entité, donc du coup c'est hyper compliqué d'établir ses propres trames rituelles avec ses propres trucs à soi. Donc globalement, dans les mythes, il y a des choses qui se retrouvent et qui sont très simples. Ça va être le corbeau, les corvidés, le rouge, elle est très très associée à la couleur du rouge. Dans tous les mythes, on va retrouver des notions de rouge. Donc souvent les autels morriganiens, ils vont être noirs et rouges avec des corvidés. Voilà. De base, ça peut être quelque chose de très très simple de ce genre. Une fois qu'on commence à tisser son relationnel, moi j'ai tendance à dire aux gens d'aller vers des choses qui diffusent cette énergie dont on parlait tout à l'heure.
quand on commence à avoir cette reconnaissance de signature énergétique, qu'est-ce qui nous permet de recréer cette signature énergétique? Quels sont les objets, les pierres, les plantes qui nous permettent de sentir cette énergie? Et donc, moi là je vais parler de mes UPG, à prendre avec des pincettes, bien sûr. C'est-à-dire que si ça vous parle pas, si ça parle pas aux auditeurs, ne pas hésiter à changer pour aller vers quelque chose qui résonne fortement avec votre relation, votre vision de la divinité. Mais moi, de base, sur mon autel morganien, il y a de l'obsidienne. Voilà. C'est une pierre qui m'évoque fortement l'énergie de la Morrigan, parce que l'obsidienne, c'est caverneux, c'est profond, c'est ombrageux, c'est noir, c'est mystique, c'est sorcier, c'est tout ça. Donc l'obsidienne, pour moi, elle est fondamentale. Ensuite, j'aime bien travailler avec du métal, avec la Morrigan. Donc moi, sur mon autel, j'ai du laiton et j'ai du cuivre, parce que c'est des choses qui m'évoquent très directement son énergie. Alors ça peut m'évoquer par exemple les armes, puisque voilà, c'est l'âge de bronze, c'est une vision antique du champ de bataille, donc le laiton, le cuivre, c'est des choses qui me parlent à ce niveau-là. Sur mon autel, j'ai aussi évidemment des représentations de corneilles, de corbeaux, j'ai des plumes de corneille, j'ai une patte de corneille, enfin bon voilà, j'ai tout ça. Moi, j'aime bien quand même la notion d'amener de l'eau sur l'autel morriganien, parce que elle est associée quand même à une caverne en Irlande, la caverne, la grotte au chat, qui est une caverne très très humide. Et donc pour cette raison, j'aime bien qu'il y ait un peu de l'humidité sur son autel. Donc là, c'est pareil, pour moi c'est très sensoriel, hein. C'est vraiment mon UPG. Au niveau des plantes, alors il y en a une qui trouve vraiment pour le coup une vraie cohérence avec les mythes, c'est l'aubépine. Alors l'aubépine, parce qu'il y a je sais jamais si on dit un ou une aubépine, je m'excuse par avance, mais il y a une aubépine, je ne sais pas, qui se trouve justement au-dessus de la grotte au chat. Il y a aussi, alors là on va rentrer dans des digressions, je m'excuse par avance, mais dans l'un des mythes, donc dans le Tan Borregavna, elle donne son nom, et dans son nom il y a le mot Huat. Huat qui est donc l'une des lettres de Logam, qui est associée traditionnellement à l'aubépine. Attention, les lettres de Logam ne sont pas des essences d'arbres. Ça, je le dis tout de suite, je le pose là. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux depuis de nombreuses années, vous savez que je milite pour que les gens sachent que les lettres de Logam sont plus des lettres poétiques, ce sont des esprits, ce ne sont pas les essences d'arbres, mais en l'occurrence, Huat est souvent associé à l'aubépine. Donc, l'aubépine, c'est une essence qui est intéressante à travailler avec la Morrigan. Moi, j'aime bien aussi travailler avec le prunelier à titre personnel, et tout ce qui est épineux en général en fait, hein. L'aubépine, le prunelier, pareil, il y a des raisons culturelles à ça. Le prunelier, c'est un arbre important en sorcellerie traditionnelle irlandaise. Je vais aussi parfois utiliser l'if, un grand toxique européen, et surtout c'est un arbre qui est associé aussi aux arts guerriers gaulois. Donc encore une fois, la Morrigan est irlandaise, mais pour moi justement la culture irlandaise, elle n'est pas complètement déconnectée de la culture celtique continentale qui l'a précédée. Et en Gaule, en fait, on utilisait l'if pour faire des flèches, pour que ce soit des flèches empoisonnées sur le champ de bataille. Et puis moi je dirais que si on veut connecter avec la Morrigan, il faut aller chercher des états ou des espaces ou des temps liminaux. Donc le crépuscule. Le moment par excellence au quotidien, c'est le crépuscule. On va aller aussi bien sûr connecter avec elle lors de Samhain et Bealtaine, qui sont les deux grandes fêtes irlandaises liminales. On peut travailler avec elle en lune noire aussi. Donc voilà, après il y a plein de moments comme ça aussi qui vont trouver dans une certaine mesure une correspondance avec son énergie, ou une affinité avec son énergie. Il y a d'autres animaux, le cheval par exemple. Je pense avoir déjà fait un bon tour là. J'invite toujours les gens à relationner avec les esprits des plantes, à relationner avec les esprits des pierres, pour voir finalement quels esprits peuvent vouloir travailler en synergie pour connecter avec telle ou telle entité.
Même si je sais que c'est rassurant pour les débutants hein, de dire je mets du rouge, je mets une corneille, j'utilise mes épines, etc. Mais c'est ça en fait, on cherche beaucoup à la comparaison là où en fait finalement c'est très personnel. C'est ça, et puis quelque part, moi j'ai envie de dire, posez-vous devant votre hôtel avec une image qui résonne bien, avec une bougie et demandez. Du coup on va continuer un petit peu dans tout ce qui est pratique magique. Et moi il y a un petit truc dont j'aimerais que tu parles. C'est vraiment tout ce qui va être poésie sacrée. Parce que du coup tu disais que la Morrigan était poétesse. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que tu intègres ça en fait dans ta pratique C'est très large comme question. Ouais, c'est très large, mais en réalité, c'est assez simple, puisque la poésie, on peut pas l'utiliser non plus pour 10 000 trucs. Alors si, en réalité, si. Mais alors, comment je l'utilise ? De plein de façons. Premièrement, pour transmettre et diffuser des énergies ou des vécus que je peux sentir dans l'autre monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en prière. Donc prière vraiment opérative, c'est-à-dire que ça va être vraiment une prière dévotionnelle, c'est-à-dire que c'est une prière chargée qui va avoir pour but de diffuser l'énergie de la divinité et ça peut être des prières qui vont être données en offrande, mais ça peut être aussi des prières utilisées en rituel pour se centrer sur l'énergie de la divinité. Je vais aussi utiliser tout ce qui va être dans la tradition irlandaise, tout ce qui va être charme narratif. Alors là, c'est pas tout à fait de la poésie, mais on est quand même sur l'art du verbe. C'est-à-dire qu'on va utiliser des histoires, soit par le biais de prières prédéfinies, soit des histoires issues de la mythologie. Bref, on va utiliser le storytelling pour pratiquer un acte magique. Donc, les exemples les plus connus, ça va être par exemple donc les Lamentations du cerf qui est une prière, ça s'appelle un lorica hein, traditionnellement, et c'est une histoire qui a pour but de susciter la protection divine. Donc c'est une prière qui à la base est très christianisée, mais moi j'en ai fait des adaptations, donc j'ai fait des adaptations morriganiennes, donc voilà, ça va être des charmes en fait. Donc c'est vraiment une pratique sorcière qui est bien parce que il n'y a pas besoin de composantes, on est vraiment purement sur la magie du verbe. En magie traditionnelle irlandaise, on utilise beaucoup les poésies chanter au-dessus des huiles. Donc on va charger des onctions en fait par l'art du verbe. Comment j'utilise les poésies aussi en prophétie aussi bien sûr, c'est-à-dire que tu peux faire de l'improvisation poétique pour avoir un message oraculaire. Oui. Et alors là on laisse il y a une grande part d'intuition pour ça, je suppose. C'est très très intuitif et en même temps ça doit être quand même très cadré méthodologiquement parlant parce que en fait sinon on tombe sur les dérives du channeling New Age. C'est quand même des pratiques qui demandent d'être très cadrées, qui demandent vraiment de se centrer très très fort sur l'énergie de la divinité pour être sûr que c'est pas nos projections à nous qui parlent mais que c'est vraiment un message prophétique en lien avec la divinité, parce que ça peut aller très très vite, hein, je veux dire, de mettre ces mots à soi. De toute façon, on est obligé, hein. Sur ces pratiques-là, on est obligé de reconstituer avec notre ego et avec ce que nous connaissons. Oui, bien sûr, il y a toujours notre spectre qui va venir jouer. C'est ça. Et puis parfois, tu sais, c'est tellement difficile de traduire des sensations qu'on est obligé de transposer, de traduire. Et donc voilà, ça demande quand même une formation cadrée, je dirais, et puis de l'éthique, beaucoup d'éthique. Parce que moi j'en ai vu des praticiens faire du channeling qui finalement en fait c'est leur inconscient qui parle, et surtout qui est une façon de manipuler la personne en face, enfin bon bref. Donc je pense que ça demande quand même d'être très très cadré au niveau éthique. Voilà, c'est déjà quelques pistes de pratique, je pense, pour des débutants. Oui, non, c'est déjà super. Logam. Donc Logam, c'est un alphabet aussi qui est très très associé à la poésie. Alors les gens connaissent beaucoup plus les runes en général, et dans les runes, il y a les kennings poétiques. Justement, tu sais, les petites phrases poétiques qui sont associées à chaque lettre. Et Logam, c'est pareil, ça fonctionne pareil, et c'est, je dirais, peut-être encore plus poétique que les runes, dans le sens où c'était vraiment au programme de la formation des poètes irlandais. Donc Logam, il est vraiment associé aussi à cet art du verbe, donc travailler avec la Morrigan en sorcellerie, ça va aussi nous amener forcément, je pense, à un moment donné ou à un autre, ça va nous amener à travailler Logam. Il y a déjà beaucoup de panels qu'on a explorés juste à travers la poésie. Sinon, en termes de pratique magique, de manière plus globale, il y a des travaux pour lesquels elle est
plus recommandée que d'autres. J'essaie de trouver mes mots pour pas brusquer. Elle fait partie intégrante de ta pratique, en fait. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je vais pas choisir dans mon panthéon en fonction du travail que je veux faire. Encore une fois, je considère que c'est une vision peut-être un peu utilitariste, mais par contre, elle va inciter à travailler plusieurs choses. Oui, alors, c'était plus ça l'idée. Ok. Alors, pour répondre à ta question, la Morrigan, moi, sur quoi elle m'a fait travailler ? Elle m'a fait travailler sur la notion de souveraineté, bien sûr, des rituels souverains, de souveraineté personnelle, de libération vis-à-vis de certaines contraintes que je me posais moi-même et qui allaient à l'encontre de ma souveraineté. Elle va nous amener à travailler aussi sur les pratiques prophétiques et oraculaires. Voilà, les personnes qui sont cartomanciennes, qui vont avoir des pratiques d'oracle antiques, vont, je pense, avoir une affinité avec ces travaux-là. Elle va nous amener à travailler sur la protection. Elle va amener à travailler sur la question de la malédiction, même si je mettrais un gros warning là-dessus, parce que j'ai vu circuler énormément de choses ces dernières années à ce sujet, qui, à mon sens, témoignent d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la malédiction dans la tradition. Aussi, la malédiction. Ouais. Mais voilà, après, c'est une réalité. Dans les mythes, elle fait des malédictions. Mais ces malédictions sont toujours des malédictions de l'autre monde, dirigées vers un individu, et ne sont jamais des choses personnelles. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler, c'est que la Morrigan va toujours inviter à des pratiques de malédiction qui sont plutôt dirigées pour un bien-être de la Terre, pour un bien-être de la souveraineté de la Terre, et ne vont jamais être... Je vais être un peu bateau, mais ça va jamais être « Ah, celui-là, je le déteste, bon allez, vas-y, je vais le maudire ». Enfin, c'est pas du tout ça. En fait, il y a vraiment cette notion de justice sacrée avec la Morrigan. Ça, c'est pas des pratiques débutants friendly, c'est-à-dire que c'est des pratiques qui demandent un centrage impeccable. Impeccable. Le centrage, il doit être nickel. Parce que si c'est mal fait, ça retombe sur la personne. Hein. On parle pas de la malédiction parce que machine, elle t'a piqué ton mec. Hein. Je veux dire, c'est pas... Oui, c'est ça. Il y a tellement de notions de pouvoir personnel, la souveraineté personnelle, rester à sa place aussi. C'est ça. Donc là, on n'est pas du tout sur une notion de... Pour moi, on n'est pas sur une notion de pouvoir personnel. On n'est pas sur une notion de vengeance personnelle. On est plutôt sur une dimension de réhabilitation de l'équilibre. Et d'ailleurs, c'est une notion très importante dans l'Irlande antique, c'est la notion de coir, qui est donc cette notion d'équilibre et d'harmonie. C'est très proche de la Maat égyptienne, en fait, tu vois. Les arts guerriers, bien sûr, aussi, tout ce qui va être travailler l'endurance, travailler la résilience. Moi, elle m'a fait travailler aussi sur des notions de corporalité, donc des rituels orientés sur le bien-être du corps, sur la régénération du corps. Alors attention, pas d'un point de vue médical, mais vraiment d'un point de vue bien-être, tu vois. Enfin, vraiment travailler l'image du guerrier qui pense ses blessures. Hein. On est vraiment là-dessus. Elle va nous faire travailler aussi, moi elle m'a fait beaucoup travailler sur les ancêtres, notamment les ancêtres héroïques, donc pas mal de travail psychopompe, donc d'aide au passage, des choses comme ça. Hein. Un petit mot ou quoi à rajouter sur la Morrigan, un petit avertissement ou un petit conseil avant de passer au conseil de lecture et de recherche? Ouais, bah le conseil que je donnerais, c'est de se tenir assez éloigné des visions violentes ou des praticiennes qui vont glamouriser cette espèce de violence et qui vont dresser un portrait qui sera justement pas dans un équilibre, qui sera justement très sanguinaire, qui va la présenter presque comme une divinité qui aime nous faire souffrir en fait. Oui, comme une vengeresse presque. Ouais, et puis même quelqu'un qui serait vengeur, même auprès des personnes qui la servent, par pur plaisir. Moi, il y a quelque chose qui me dérange et qui est très fréquent hein, dans la sphère morriganienne. Il y a cette vision qui est extrêmement présente et qui, pour moi, manque d'équilibre. Alors du coup, en termes de lecture, t'en as cité déjà une, je crois. Le travail de Morpheus Ravenna, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, comme ça c'est dit, c'est posé. Elle a 2 ouvrages.
Il y a le livre, enfin The Book of the Great Queen, alors malheureusement c'est en anglais. Donc il y a The Book of the Great Queen qui est vraiment un panorama très complet et exhaustif de qui est la Morrigan. Il est un petit peu cher ce bouquin, il coûte il me semble une trentaine d'euros, 30-40 euros, mais vous n'aurez besoin d'aucune autre formation, d'aucune autre... Enfin je veux dire il y a tout dedans, hein. Donc ça c'est la première chose. Et puis pour compléter, pour l'aspect un petit peu plus sorcier, bien il y a son deuxième livre, The Magic of the Other World, Modern Sorcery from the Wellspring of Celtic Traditions. Donc là encore malheureusement c'est en anglais. C'est pas uniquement irlandais, c'est pan-celtique, donc ça veut dire que ça va vraiment développer la magie celtique pour le coup, avec un usage correct du mot, et c'est la magie antique, hein. C'est pas du reconstructionnisme parce que Morpheus Ravenna est une spirit worker qui a une pratique très vivante et très ancrée dans le présent, mais c'est impeccablement sourcé, impeccablement recherché. En français, il existe 2 autres livres, il existe La Morrigan à la rencontre des grandes reines de Morgan Daimler, qui est une excellente introduction intellectuelle à la grande reine, donc on va pouvoir avoir les infos basiques autour d'elle, mais c'est pas un livre qui va aider à la pratique. On va aussi avoir le livre de Stephanie Woodfield, donc j'ai oublié son nom en français, mais voilà, il y en a qu'un. Vous tapez La Morrigan, Stephanie Woodfield, Danae, puisque c'est publié chez Danae. Toutes les références que tu donnes, je les mettrai Ok, super. en barre d'infos pour les gens qui écoutent. Alors juste un petit avertissement sur le livre de Woodfield. Justement, moi je pense que si vous prenez le livre de Woodfield, il faut le Daimler à côté, parce que Stephanie Woodfield, c'est une praticienne, mais c'est pas une chercheuse. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de fausses informations dans son bouquin. En tout cas, en termes de mythologie, c'est pas ce que je recommanderais. Je recommanderais vraiment le Daimler. Et si vous avez ensuite envie d'aller sur de la pratique, peut-être aller chercher du côté de Woodfield, qui va avoir une pratique un peu Wicca, hein. Donc on est quand même dans un paradigme un peu Wiccan chez Stephanie Woodfield. Je conseillerais aussi, hein, pourquoi pas, les ouvrages de Guyenvar. Alors c'est des ouvrages qui sont académiques, donc plus difficiles à lire, mais pour les personnes qui ont cette approche-là ou cette tendance à vouloir rechercher, il y a La souveraineté guerrière de l'Irlande de Guyenvar, qui est spécifiquement dédié à la Morrigan. Pour l'Ogham, je conseillerais encore une fois un livre en anglais, je suis désolée. Le livre d'Erin Rowan Laurie, Ogham Weaving World Wisdom, qui est la meilleure ressource sur l'Ogham aujourd'hui. Bah ça fait déjà un paquet de ressources hyper intéressantes, donc merci beaucoup. Ouais, j'ai essayé de me limiter parce que j'aurais tellement de choses à recommander, mais pour des débutants, voilà. Mais écoute, c'était hyper enrichissant, j'ai adoré t'écouter parler, puis t'as une facilité avec les mots qui est, je trouve, passionnante, enfin j'ai adoré. J'ai fait des vœux à ce niveau-là avec la Morrigan, donc les mots c'est ma magie, hein. Ce que je demande chaque fois aussi, c'est savoir si les gens peuvent te contacter oui, bien sûr. Via Instagram ou pas. Okay, oui, bien sûr. Parce que parfois les gens n'ont pas envie d'être dérangés, donc je préfère demander. Je peux juste mettre un peu de temps à répondre, mais faut pas hésiter à me contacter. Tout le monde. Donc ton Instagram c'est fro.nox. Ouais, c'est ça, fro.nox. Est-ce que t'as d'autres réseaux? T'as un Patreon, je vois. J'ai un Patreon qui est dans ma bio Instagram, dans lequel en fait je parle de plein de choses. Je parle de tradition irlandaise, bien sûr. Je parle beaucoup de spirit work et d'animisme. Donc c'est vraiment de la réflexion. Donc pour les gens qui ont aimé arpenter le chemin des dieux, on est un peu sur la continuité de ça. Ouais, voilà, du coup n'hésitez pas à aller voir le travail de Fro sur Insta et sur Patreon, et à la contacter si jamais vous avez envie de discuter avec elle. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode avec moi. Merci à toi de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Écoutez, comme toujours, moi j'aime bien finir sur mes prières pour que tout le monde puisse atteindre la souveraineté spirituelle qui est la leur, parce que c'est une valeur qui m'est très très chère. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Écoutez, prenez bien soin de vous. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Restez curieux.